Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va pouvoir commencer ce conseil municipal de juillet. Donc, c'est un peu toujours compliqué au mois de juillet de convoquer tout le monde. Mais bon, on va avoir le courant et on va pouvoir passer des délibérations importantes, notamment au niveau de l'école. Donc, je vais faire l'appel. Donc, Joël Lanier, ok. Marie-Nicole, c'est bon. Bertrand Sepet, donc, est absent et il donne son pouvoir à Joël. Tiffany Fillon, c'est bon. Christophe Chemin, absent. Pouvoir à Elsa. Dominique Balzano, donc absent. Pouvoir à Marie-Nicole Guerrier. Dominique Bourget-Bourger, absent. Pouvoir à Marie-Pierre Alizé. Marie-Pierre Gauthier. Peggy Chevron, absente. Elle donne le pouvoir à Eva. Eva, donc c'est bon. Elsa, c'est ok. Pierre-Emmanuel, donc absent, il m'a donné son pouvoir. Mathilde Chambaud, donc absente. Magali Jousse, ok. Dana Carré, ok. Et Cyril Laval aussi. Donc, on doit être. Et Julie absente. Elle a donné son pouvoir à Tiffany. Donc en présent, on est 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc le quorum est atteint et je déclare la séance ouverte. Et je vous donne lecture de l'ordre du jour. Alors, l'affaire générale, donc l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 9 juin 2023. Nous avons après une convention référente déontologue pour les élèves du centre de gestion de la Loire. Nous avons la Convention territoriale 2023 du service de prévention santé et travail de Loire. Et ensuite, la Convention de partenariat et d'objectifs lecture publique du département de la Loire. En affaires scolaires, on a le choix d'architecte pour l'extension et la restauration du groupe scolaire et la fixation des tarifs de la cantine pour l'année scolaire 2023-2024. Voilà. Donc, la secrétaire de séance est Tiffany Fillon. Et on va pouvoir passer au point 1. Donc, approbation du conseil verbal du conseil municipal du 906. Bon, ce conseil municipal, c'était un conseil municipal qui était pour élire les grands électeurs. On n'a pas reçu de mail ou quoi que ce soit, donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des personnes qui s'abstiennent? Et donc, 3 abstentions, et on va faire donc les pour. On va lever les mains, parce que comme il y a beaucoup de pouvoir, ça sera plus facile. Non, je vais pas calculer. 13, 14. Ok. Merci. Allez, on va passer maintenant au point 2. Donc, le référent déontologue pour les élus. Donc, on a une proposition d'adhésion pour la loi de convention du centre de gestion de la Loire. La loi du 3 DS du 21 février 2022 a complété l'article L.1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales qui consacre les principes déontologiques applicables aux élus au sein d'une charte des élus locaux, afin de prévoir que tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect de ces principes. Ce référent doit être désigné par l'organe délibérant de chaque collectivité et l'établissement public local. Donc nous avons le centre de gestion de la Loire qui propose aux collectivités et aux établissements publics locaux de son ressort géographique un référent déontologue reconnu par son expérience et ses compétences, ainsi qu'une mission d'assistance et de conseil permettant de prendre en charge l'ensemble des démarches afin de faciliter la mise en œuvre des obligations réglementaires. Donc, il est donc demandé au conseil municipal aujourd'hui de désigner en qualité de référent déontologue des élus Madame Élise Untermeyer-Kerléo, retenue par le CDG 42. D'adhérer donc à la convention proposée par le CDG 42 mettant en place la mission d'assistance
Le prix de cette convention est de 10 € par année. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions? Comment? Tous les ans. C'est obligatoire, donc voilà. Donc, concrètement, on a un souci, on trouve qu'une règle de déontologie n'est pas appliquée. Chaque élu peut le solliciter, ou ça passe par une concertation du conseil, ou c'est que le bureau qui... Non, à ce moment-là, on peut... Chaque élu peut à ce moment-là faire appel au déontologue. Est-ce qu'il y a des autres questions? Si on fait appel à cette personne, on ne paye pas plus. Non, c'est une convention, le prix en fait est de 10 € par élu. Moi, je pense que l'intervention, c'est 190 €, mais je crois que il y a prévu de. Je crois que c'est 80 € par an. Ouais, chaque sujet traité, c'est 80 ou 90 € chaque demande. C'était 70 ou 80 €, mais de tête, on est. Si la saisine est jugée recevable et que le référent déontologue a émis son avis, celui-ci est rémunéré conformément au barème en vigueur sur la base de 80 €. Le CDG se charge du versement au référent déontologue des sommes correspondantes au nombre de saisines recevables sur la base d'un justificatif. Et le CDG procède à l'établissement des titres de recettes correspondants auprès des collectivités adhérentes concernées. Par contre, si la saisie est jugée recevable, si par contre c'est pas jugé recevable, à ce moment-là, on n'aura pas de somme payée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Donc, unanimité. Merci. On va passer au point 3, donc la convention d'adhésion au service de prévention santé, travail, Loire. Donc en fait, on travaille déjà avec le service de prévention santé Loire depuis plusieurs années, notamment pour le suivi médical des agents de la commune, et donc on nous propose une nouvelle convention de partenariat. Il est précisé que cette convention ne prévoit pas de coûts supplémentaires par rapport à 2022, puisque la cotisation par agent reste la même, 87 € hors taxe. Donc il est proposé au conseil municipal de poursuivre ce partenariat et d'adhérer à cette nouvelle convention. Est-ce qu'il y a des questions? C'est obligatoire. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. Donc, à l'unanimité également. On va passer au point 4. Et je vais passer le micro à Joël. Alors, le point 4, il s'agit d'une convention de partenariat et d'objectifs concernant la lecture publique du département de la Loire. Dans le préambule de la convention de partenariat et d'objectifs proposée par le département de la Loire, il est indiqué: le département de la Loire met en œuvre une politique de lecture publique visant le développement social et culturel de la population et l'accès de tous les Ligériens au service des bibliothèques.
La direction départementale du livre et du multimédia, service du département de la Loire, assure au sein du territoire une mission d'accompagnement et d'aménagement culturel par son appui aux bibliothèques ligériennes, contribuant à la qualité de vie des habitants, à la réduction des inégalités d'accès aux ressources, au dynamisme de la vie locale dans ses composantes éducatives, sociales et culturelles. Au-delà de la diffusion d'outils culturels, livres, CD, partitions, DVD, ressources numériques, la DDLM met en œuvre la politique de lecture publique du département en s'appuyant sur des diagnostics territoriaux de lecture publique à l'échelle des EPCI, véritables outils de prise de décision. La gratuité de l'accès au service des bibliothèques, notamment du prêt des documents, est une préconisation forte du département. Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes sur réserve de la compétence prise par un EPCI. Dans son nouveau schéma de lecture publique 2021-2027, le département réaffirme la portée culturelle, sociale et pédagogique des bibliothèques publiques. L'orientation 3 du SLP, la bibliothèque locale, l'outil de développement territorial, et notamment son objectif 1 prévoit de renforcer la mise en réseau des bibliothèques et de faire évoluer les partenariats du département avec les bibliothèques du territoire. Le SLP s'appuie notamment sur un partenariat encadré par des conventions. Ces conventions ont pour objet l'accompagnement des territoires dans le fonctionnement et le développement de leur bibliothèque. Elles tiennent compte des stades de développement de chaque bibliothèque et de leurs objectifs à venir. Il est donc proposé à la présente Assemblée d'adhérer à cette convention. Je crois qu'elle vous a été envoyée, on va nous envoyer cette convention, vous avez sans doute pris connaissance du détail, et notamment, peut-être avez-vous comme entité sur les participations financières qui sont presque préconisées, mais qui étaient préconisées d'une manière un peu civile, à savoir 2 € par habitant pour le renouvellement du stock local, plus pour une activité culturelle organisée sous couvert de la bibliothèque chaque année, une préconisation de 0,50 par habitant. Là, j'ai appelé la personne référente pour notre bibliothèque en lui disant que s'il fallait qu'on passe à 2,50 finalement par habitant, ça fait 5 €. On ne pouvait pas. Pour l'instant, c'est pas une question. Donc, ils m'ont bien dit, rassurés, en disant que ce sont des préconisations. L'idée, ça serait, au terme de la convention, d'arriver à ces objectifs-là. Bon, 2027, voilà. Très bien. Moi, je suis déléguée à l'action culturelle. Donc, je regrette énormément qu'on n'ait pas débattu de ce sujet au préalable ensemble, parce qu'il semble que c'est une de mes compétences quand même. La lecture, le livre, ça fait partie de l'action culturelle. Je t'avais demandé plusieurs fois, donc j'aimerais bien qu'elle vienne. Si c'est possible de mettre dans la boucle, j'en serais ravie. Donc, ça, je ferme la parenthèse. Mais je t'avais même demandé, je t'avais dit, c'est quelque chose de plus, c'est mon métier. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense que j'ai largement les compétences pour comprendre. Je ferme la parenthèse. Je pense que aussi, il faut expliquer pour tous les élus un peu ce qui se passe dans l'année au niveau de la lecture publique, parce que là, on ne comprend pas bien. Donc, je vais résumer, moi, ce que j'ai compris, et si c'est pas ça, on arrêtera. Donc, Roanne Maglo a une compétence, vous m'entendez, vous avez pas compris. Roanne Maglo a déjà la compétence de lecture publique pour la Maglo, mais elle se met en place progressivement. Ce qu'on a acquis, nous, à Angers, depuis 2019, et la convention a été signée par le président de la mandature, c'est que tous les livres, tout ce qui est proposé dans les médiathèques de Roanne, de Laby et du Coteau, donc disques, DVD, etc., sont accessibles gratuitement à tous les habitants d'Angers, y compris à peu près 600 revues en numérique qui sont proposées à tous les habitants gratuitement. C'est-à-dire que les dames qui adorent regarder Paris Match, etc., elles peuvent le regarder gratuitement chez elles en numérique. Ça, c'est déjà un énorme service que fait la GLO. En revanche, la GLO, pour le moment, s'est occupée des grandes bibliothèques que sont Laby et le Coteau, et pas encore des petites communes de moins de 10 000 habitants. Pourquoi? Parce que ça nécessite un investissement logiciel, documentaire, etc., et que c'est un gros effort financier, ça va peut-être se mettre en route progressivement, et peut-être en 2030 ou plus tard, la compétence sera prise globalement par la GLO, mais ce n'est pas le cas pour le moment. De ce fait-là, si on souhaite qu'il y ait une bibliothèque dans le village, parce qu'à Roanne, il y a largement une réponse à tous les besoins,
Mais si on veut qu'il y ait une bibliothèque in situ dans le village, il n'y a pas d'autre solution facile que de se tourner vers le département. D'où cette convention. Alors cette convention, elle englobe aussi la mise à disposition d'un logiciel documentaire, qui est quelque chose qui se met à jour régulièrement, etc. Donc ça coûte quand même de l'argent, parce que maintenant tout est informatisé, les prix sont informatisés, etc. En revanche, effectivement, la convention, le point d'achoppement qui ne va pas du tout avec ce qu'on a signé lors des budgets des 3 années à venir, où on avait dit budget bibliothèque municipale de 1 €, c'est cette convention qui indique effectivement de 2 € par habitant, plus 50 centimes pour une exposition en plus qui fait 5 000 € pour une ouverture de 7 heures par semaine. Là, c'est pas bien, mais on ne peut pas prendre en charge une telle somme. Et moi, ça m'embête de signer si, sur cette convention, c'est pas le chiffre est laissé. Parce que si on signe, ça veut dire qu'on est implicitement d'accord quand même pour cette somme. On ne peut pas se dire, oui, je suis d'accord pour la convention, c'est marqué, on donne 5 000 €, puis après on dit, une personne au téléphone a dit que c'était pas forcé. Est-ce qu'on peut, si on signe cette convention, appliquer ce qu'on a voté pour le budget, à savoir 2 000 €, et c'est tout, pas 5 000 €. Bien sûr qu'on peut. De toute façon, ça passe en délibération du conseil municipal. Excuse-moi, donc de toute façon, c'est la décision du conseil municipal qui fera. Donc en fait, dans la convention, c'est un chiffre qui est donné, mais on n'est pas obligé de le donner. D'une part, la décision, elle est à la commune, il n'y a pas de souci. Deuxièmement, par rapport à l'explication que tu as donnée, il y aurait le droit d'agglomération. S'ils voulaient prendre la compétence, au moment où ils auront pris des bibliothèques, mais à la limite, s'ils veulent reprendre des bibliothèques partout, il faudrait à ce moment-là qu'ils gèrent aussi les locaux et le personnel. Si la convention c'est des bénévoles, mais après, ça pourrait être aussi le personnel. Donc, au moment où on est au droit d'agglomération, ils n'en sont pas encore au point à vouloir reprendre toutes les bibliothèques de toutes les communes. C'est un début, une initiation, et pour le moment, ils ont le coteau, Voilà. et 2 bibliothèques sur Rouen, le Violet, et puis une grosse bibliothèque. Et là, Mais je pense qu'il ne communique pas assez là-dessus en Angleterre. Depuis 2019, on a une convention. Avant, c'était très cher de s'abonner à Rouen, je me rappelle quand je payais, c'était moins 70 € par an. Maintenant, c'est gratuit et tous les gens d'Angleterre ont un fonds magnifique, c'est des, je sais pas, 30 000 ouvrages, une grande richesse et également un accès à des revues. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait une communication auprès des personnes âgées pour leur dire qu'il peut peut-être y avoir un service où on va rechercher des revues, je ne sais quoi, mais il y a plein de choses à voir. Voilà. Maintenant, effectivement, il n'y a pas cette prise en compte du logiciel documentaire et ce qui est nécessaire quand on fait un accueil local, il faut quand même des outils. C'est pour ça que, bon, au niveau de la droit d'agglomération, ils ont repris le coteau donc, dernièrement, mais c'est pas budgétisé au niveau donc, du pays pour faire tout ça. Donc, mais bon, au niveau de notre convention, on peut très bien adhérer à cette convention sans souci. Eh bien, je me suis fait confirmer qu'il s'agissait pour l'instant d'une préconisation visée à, mais ce n'est pas quelque chose d'imposé. D'ailleurs, il y a un document sur lequel il est précisé qu'il s'agit là de préconisation de budget de 2 € par habitant et de par ailleurs un budget de 0,50 € par habitant pour le développement de l'action culturelle sur le territoire. Alors, en ce qui concerne effectivement les Chevaliers, je suis un peu nerveux. Donc, Jardin, effectivement, il y a effectivement une richesse qui est très intéressante, mais il faut aller loin, il faut aller beaucoup, il faut aller à mélange. Et c'est vrai que je pense que dans ce que je connais des inscrits, pour partie des inscrits lecteurs en vert, je pense que beaucoup ne feraient pas cette démarche ou ne pourraient peut-être même pas le faire. Donc c'est aussi important de ne pas laisser les gens sur le bord du chemin. Donc on a cet outil qui fonctionne bien, et quand même, il faut le rappeler, annulé par un groupe d'environ 14 bénévoles, c'est pas rien. Beaucoup d'associations ont un temps pour faire tomber la boutique. C'est une association. Non, je dis beaucoup d'associations. On parlait pas mal autant de bénévoles pour faire tourner leur structure. Donc il y a quand même 14 bénévoles qui prennent le temps, qui s'investissent régulièrement, qui font des choses. Enfin, je le vois au premier lieu, puisque la femme fait partie ici. Donc je vois bien qu'au-delà des heures d'ouverture, il y a beaucoup de temps à côté, couverture de livres, achat de livres, réunions diverses, ici aussi en lien avec les référents. Donc je n'ai pas estimé moi le nombre d'heures de chacune, puisqu'il s'agit essentiellement de faire combien chacune passe de temps de bénévolat. Mais c'est vrai qu'il y a du temps qui peut faire
je n'ai vu passer aucune demande de facture, de commande de livre. J'aimerais bien qu'à l'avenir, on pense à mettre dans la boucle, si c'est possible. Alors, au niveau de Marie-Pierre, on a déjà échangé, mais moi, il n'y a pas de souci, comme on a déjà parlé, si tu veux venir dans la boucle, il faut qu'il puisse venir aussi à nos réunions de temps en temps pour travailler ensemble. Donc, ok, déjà, on a des réunions, on va mettre des dates, il n'y a pas de souci. Très bien. J'entends bien. Simplement que, effectivement, d'entrée de jeu, dans le cadre du mandat, on a confié cette mission de référence avec les bénévoles. Bon, je ne fais pas quelque chose d'absolument personnel, mais on peut travailler à plusieurs, c'est d'autres aussi effectivement cette structure. Je pense d'ailleurs que nos bénévoles en seront ravis de leur intérêt pour apporter des élus à ce qu'ils essaient de gérer au mieux. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais donc, effectivement, on en est là aujourd'hui. Si on veut maintenir l'outil, on n'a pas tellement de choses. Ça, c'est pas la convention. De toute façon, je crois qu'effectivement, l'outil, c'est un choix qui n'est pas simplement de dire est-ce qu'on accepte de signer un document ou pas, c'est est-ce qu'on accepte. Alors, après que la convention soit signée, on aura de toute façon un énormément de travail avec notre référent, Mme Fournier, c'est ça. On aura un énormément de travail avec elle, mais on ne sait pas quand ça sera programmé, ils font ça pour toute les bibliothèques. Donc pour cette réunion, on proposera la date qui nous sera très bien. On passe au vote. Est-ce que le terme préconisation te va, Marie? Moi, j'aurais bien vérifié carrément les 2 secondes. Non, préconisation, c'est... Non, préconisation. On s'engage, quand on préconisation, c'est qu'on s'engage à donner une somme, c'est ce qu'on fait déjà, de toute façon. Maintenant, la somme nous met à l'arène, on n'est pas obligé de suivre. On est d'accord, alors dans le compte rendu municipal, enfin, du montant, on s'engage, parce qu'on a budgété 2000, on n'a pas budgété 5000. C'est bien. Ça soit très clair dans les écrits. De toute façon, la délibération est très claire, c'était 2000 €. Non, dans la délibération. Cette délibération, on peut marquer que c'est une préconisation. Dans le point sur les préconisations, la personne que j'ai eue, c'était un collègue à Fournier, que j'ai eu au téléphone ce matin. Il a fait référence à des préconisations ministérielles. Donc, c'est pas spécifiquement les appels. Oui, d'accord. Non, mais on a Sur le procès verbal d'aujourd'hui, on va modifier clairement qu'on adopte cette convention, on va passer au vote, on verra bien, mais si c'est adopté, qu'on restera sur une. Voilà, sur un donc. Voilà, on mettra 2000 € comme on a passé au conseil municipal. Oui, de toute façon, on peut le faire, hein. Après c'est nous, on verra s'il y a très peu de temps. Voilà. Ok. Il n'y a pas eu de petit en dessous là, de projet de délibération, on a les départements du Rhône, à la 4e ligne, en dessous de projet de délibération. Exact. Je vois aussi que l'article 10 prévoit une résiliation possible par chacune des parties en cas de non-respect de l'une des clauses avec le respect d'un préavis de 3 mois. Donc, signer la convention ne nous empêche pas de. De toute façon, si ça fait 1 million, on fait ça en 2 millions. Bon, pour que ça soit bien clair, on met dans la délibération qu'on donne 2000 € et on signe la convention. Donc on vous propose de l'adopter et si on l'adopte, à ce moment-là, dans le réunion de travail, on continuera à expliquer qu'on ne pourra pas demander plus pour le moment. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Donc, une abstention. Merci. Donc on va passer maintenant au choix de l'architecte pour l'extension de la restauration du groupe scolaire. Donc, je vais donner le micro à Marie-Nicolas. Alors, je pense que tout le monde est au courant, hein, on est là pour ça. Le projet d'école a la continuité d'un projet qui a mobilisé déjà plusieurs candidatures. Donc voilà, le groupe projet école a été constitué d'élus, d'enseignants, parents d'élèves, d'employés et d'habitants d'Anguin qui ont travaillé à l'élaboration d'un cahier des charges
qui a été soumis du coup et à une procédure d'appel d'offres négociée. Nous sommes partis sur une procédure avec négociation conformément aux articles du Code de la commande publique. Après plusieurs réunions, l'appel de candidature a été lancé. La remise des candidatures s'est faite le 8 décembre. On avait à peu près 32 candidatures. La commission, la CAO ad hoc, a retenu 3 candidats. Donc on est passé au conseil pour ça déjà. Les candidats ont remis leur offre au mois de mai, le 12 mai. La présentation des candidats leur présentation s'est faite le 7 juin devant la CAO. Et les offres négociées ont été rendues le 23 juin. Et la CAO ad hoc s'est renouvelée le 28 juin. Et après examen approfondi des 3 projets, en concertation avec Julie Calzot, assistant de maîtrise d'ouvrage du cabinet CS Bâtiment, sont parvenus au classement suivant. L'atelier des vergers, avec une note finale qui aurait dû avoir perdu 93 sur 100, avec notamment un montant hors taxe des honoraires de la mission à 256 000. Après, nous avons Diane Architecte, avec la note finale de 80,02 sur 100, avec notamment un montant hors taxe des honoraires de la mission 294 000. Voilà. Et M. Boucher Architecte, avec une note finale de 77,49 sur 100, avec notamment un montant hors taxe des honoraires et de mission de 267 500. La commission a proposé à la présente assemblée à confirmer le choix et désigner l'architecte des vergers, l'atelier des vergers, pour réaliser la rénovation et l'extension du coût scolaire conformément au projet retenu. Alors, ce choix s'est fait dans la concertation, dans l'examen de chacun leur mémoire technique. Et voilà, donc si vous en êtes d'accord de confirmer la position de la CAO ad hoc qui s'est révélée le 28 juin, on propose la SRL Atelier des vergers pour la construction et la rénovation de notre groupe scolaire. Alors, moi, le problème, c'est que voilà, j'ai pas pu avoir accès au projet. C'était disponible pendant 5 jours, comme vous l'aviez dit, j'ai eu l'information que c'était disponible, mais malheureusement, je n'étais pas disponible à cette période-là. Et c'est vrai, j'aimerais quand même que l'avenir puisse envoyer comme je donne l'information par email, parce que. Pas possible. On n'a pas le temps. C'est vraiment vrai. Oui, on ne peut pas envoyer des documents comme ça. C'est marqué que 5 jours. Donc, pour nous donner votre avis, donc nous on a décidé pour avoir votre avis. Oui, c'était justement, c'était le moment où il fallait. Et moi, j'ai pas c'était malheureux. En aucun cas, ces documents-là ne peuvent être envoyés. C'est pour ça que ce qu'on demandait, c'était de se déplacer, de ne pas faire de photos, et c'était uniquement pour permettre de regarder le projet. C'est dommage. Là, concrètement, donc, les architectes attendent le conseil municipal d'aujourd'hui pour avoir la décision. Donc, voilà, donc, on ne peut pas laisser des choses circuler et des rumeurs et des choses comme ça. Donc, jusqu'à maintenant, on était dans la confidentialité. Si je peux me permettre, notre réponse dans cette construction, il y a plusieurs moments. Il y a eu un moment important qui était la construction du programme. Là, on a pu faire appel à l'aide des habitants, leur avis, etc. Ce deuxième moment sur le choix d'architecte, il est réglé par des règles publiques. Et du coup, voilà, on ne pouvait pas non plus ouvrir comme on aurait eu envie d'ouvrir. Voilà. Par contre, il y a un troisième moment après qui sera, en fait, on a choisi une structure, un bâtiment d'architecte, mais après il y a les aménagements intérieurs et extérieurs. Et là, l'architecte aussi nous a promis d'être là pour ouvrir la discussion, notamment avec les personnels et les enseignants. Et nous, on y ajoutera les habitants qui le souhaitent et l'école, évidemment. Voilà. Donc il y aura toujours encore ce moyen de participer et de venir donner son avis à ce moment-là. Et après, il y aura une autre phase qui sera l'appel d'offres pour le choix des prestataires, en tout cas des artisans. Et là, ça sera pareil, réglementé, en fait, même si on aura envie de travailler avec des entreprises locales, etc. En fait, les appels d'offres, c'est des critères, il y a 3 critères. Et même si, même nous, de la commission, notre choix était difficile à prendre, mais les critères
fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a quand même la moins-disant et le ratio des points par rapport au prix était quand même aussi important. Donc, du coup, ils sont sortis. Mais bon, on a quand même un projet qui est déjà abouti et qui est très sympa. Et comme vient de le rappeler Tiffany, de toute façon, maintenant, on va pouvoir travailler avec eux pour peaufiner et regarder concrètement si on peut améliorer. Il y a des choses qu'on peut encore bouger par rapport à ce qu'ils nous ont proposé. D'accord. Tout à fait. On peut, comme tu expliqué, qu'il y a pas encore un certain nombre d'habitants pour bonne volonté. Donc, il y a l'association de la forêt qui est volontaire pour faire partie de travailler comme on l'avait déjà dit. Donc, n'hésitez pas à les contacter, vous avez leur coordonnée. Mais concrètement, même l'atelier du verger vont mettre en place des réunions pour échanger et voir comment on va maintenant pour présenter le projet. Grosso modo, on les a choisis parce que toute l'équipe est venue pour défendre son projet. Leur méthode technique était très complète. Ils ont évoqué les aides possibles. Ils nous ont présenté des solutions pour le chauffage qui nous intéressaient. Ils sont les moins-disants en coût. Ils n'ont pas dépensé le montant qu'on leur avait imposé, contrairement aux autres. Ils sont à 12,87% d'honoraires, qui est le moins-disant pour les tous. Et la demande faite au moment de la négociation ont été respectées, ce qui n'a pas été le cas de certains. Et ça nous a permis le candidat de la raison. C'est vrai qu'on avait un candidat qui. L'agencement était peut-être mieux adapté aux enseignants, mais avec 400 000 € de plus. Voilà, il y a un moment. Et là, moi, j'avais rajouté dans mon petit aparté, présentation du projet sera faite en réunion du groupe projet de travail, avec tous ceux qui veulent participer, à la rentrée. Moi, j'ai une question financière. Donc là, on vote pour 256 000 €. Donc notre vote est extrêmement important. Donc on s'engage sur 256 000 €. Si on n'a pas les budgets pour faire l'école, parce qu'on ne trouve pas de solution, moi, j'ai pas suivi la question des budgets à fond, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais pour le moment, j'ai compris qu'on était surendetté, qu'on n'avait pas les moyens de faire l'école. Si on n'a pas de solution pour faire l'école et qu'on s'engage là à hauteur de 256 000 €, il faut les payer de toute façon. Donc, non. Non. On a d'abord pas payé l'architecte qui a petit projet. Mais il y a quand même des quelque chose, parce qu'il il a juste il a payé les 10 000 €. C'est pas mal. Non, mais de toute façon, si on veut, je pense que là, au bout d'un moment, il faut arrêter de tergiverser. Il faut faire une école à 256 000 €, ils ont réfléchi. Il faut faire une école à entière et le financement de l'école, on a des solutions pour la financer. On a des subventions, on a déjà des subventions qui sont actées au niveau département. On a la DETR, normalement, sur l'État où vous êtes. On a des solutions aussi avec la caisse de dépôt et consignation de faire des emprunts sur 40 ans. Donc l'État même préconise d'aller sur des sites si vraiment on est coincé, de pouvoir le faire. Donc au niveau du financement, on va faire l'école. Après, le choix qu'il y aura à faire au niveau du village, ça sera sur l'impact de nos choix de financement, mais sur le financement de l'école, on aura les moyens de faire l'école. Donc, moi, pour moi, il faut arrêter, on ne va pas tous les ans, enfin tous les 6 ans, discuter sur un projet d'école et ne pas faire un projet d'école. Le projet d'école qu'il avait capoté la dernière fois, c'était aussi parce qu'il y avait un vice de fonds par rapport. Donc, mais bon, après, nous là, on est dans les clous. On choisit l'architecte et maintenant on va travailler sur le financement et on va faire l'école comme on a prévu de le faire, comme on l'avait annoncé. Voilà. C'est important qu'on soit rassuré, savoir que ces 256 000 € ne s'engagent pas à les verser aujourd'hui. C'était ça la question. Parce que sinon, non mais c'est un vote important. Si on s'engageait là-dessus, on ne peut pas l'alléger. On ne va pas travailler, on ne propose pas, on n'a pas fait tout ce travail déjà pour maintenant arrêter concrètement. On aura les moyens de faire l'école, on va se donner les moyens de faire l'école. Par contre, il y aura des choix à faire, comme je l'ai toujours dit, par rapport au financement. Et on aura des scénarios et on regardera
conscience avec tous les habitants de la solution la plus adéquate pour faire cette école. Mais l'école, on en fera. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions sur ce choix des architectes? On passe au vote. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Donc, Dominique est contre et moi j'ai une. Ok, alors, donc un contre. Donc, ok, abstention. Donc, on fait les cours, ce sera plus facile. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Merci. Et je suis très heureux que cette différence soit prise et qu'on avance sur ce projet. On va passer au point 6, donc fixation des tarifs de la cantine pour l'année scolaire 2023-2024. Marie-Nicolas, je te remercie. Lors de la dernière commission école, on a proposé de mettre en délibération, puisque les tarifs de la cantine, on les applique de septembre à juin. Donc, pour pouvoir les mettre vite. De ne pas augmenter le tarif pour la maternelle, qui est de 3,55, et d'augmenter à 3,60 le repas pris par les primaires. Sachant que moi, les parents d'élèves, je peux monter jusqu'à 4 €, ça ne les embêtait pas. Voilà. Alors, au conseil d'école. On laisse inchanger le tarif pour les familles qui prennent 35 repas qui ont des enfants. Voilà, ils prennent plus de 35 repas, on passe à 2,60 le repas, donc 3,60. Il y a un repas, il y a un tarif fixé de 6 € pour le personnel enseignant ou un autre adulte. C'est un tarif qui est truc. Par contre, on va essayer d'appliquer une tarification sociale. L'État nous permet d'avoir une tarification à 1 € pour les familles qui ont un coefficient familial égal ou inférieur à 1000. J'attends la réponse de la CAF pour savoir si on en a sur la commune. Ce qui nous permettrait de facturer à ces familles-là le repas à 1 € et l'État nous reverse 3 €. Voilà. Mais j'attends la CAF. C'est un peu. Très bien. Donc, on reste sur des prix, disons, très très raisonnables. Donc, c'est une volonté de Ça fait une augmentation de combien par rapport à cette année? Et bien, on était à 3,55 si tu veux, on n'a pas augmenté pour la maternelle, et on augmente de 5 centimes pour les primaires. Peut-être pu augmenter un petit peu plus. Ça paraît. Pour le moment, ça passe. Si tu veux, malgré qu'on augmente nos approvisionnements en bio, il faut savoir quand même que c'est un petit peu plus cher que. Voilà, on fait du local, du bio, et on est bénéficiaire sur le prix du repas par rapport aux aliments qu'on achète. Donc, voilà. Il y a beaucoup de familles qui prennent 35 €. Il y a 2 familles sur Anvers qui dépassent 35. Est-ce qu'il y a d'autres sujets à traiter? Voilà, non. Bon, ce niveau des prix, depuis le début, on avait décidé de faire un prix intéressant, on reste dans cette politique-là. Donc on passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Donc, unanimité. Merci. Bon, ben voilà, donc, on a passé, donc, je vais passer assez rapidement, notamment à l'école, pour pouvoir continuer à avancer justement sur ce dossier. Alors, en information, on a des travaux donc, qui sont en train de bientôt se terminer dans le centre-bourg. Donc, sur la rue Saint-Martin, ils ont déjà fait le revêtement et ils reviennent donc, cette semaine pour faire donc, les trottoirs. Donc, la rue Saint-Martin va pouvoir être ouverte donc, début de semaine prochaine. Donc là, c'est vrai que le revêtement est fait, mais on a laissé fermer parce que les pavés, on nous a demandé de laisser bien le temps de bien sécher pour que ça ne risque pas de bouger le niveau des pavés. Et moi, il y a
la couleur de vos vêtements, c'était pas censé. Les graviers sont rouges. Alors, ça va se venir après, à fur et à mesure. Donc, sur ces enrobés-là, en fait, au départ, c'est plutôt. C'est quand on va rouler, en fait, on va user un petit peu et on va faire ressortir les graviers. C'est déjà dedans. Oui, les graviers rouges sont dedans. Et en enlevant la surface. En roulant, en fait, on use un peu et on ramène à ce moment-là. Je vais vous poser une question parce que moi aussi ça me paraissait bizarre. Je vais assurer. En fait, c'est le système qui existe depuis. Alors, Marie-Nicole s'était proposée à faire au pinceau pour les repas et on a dit. Au chef de chantier que si c'était pas en rose, il reviendrait le repas. On avait demandé de lui faire voir. Je lui ferai pour 70 cm². Et parce que moi aussi ça m'a permis de faire. C'est le roulement des roues qui va faire apparaître les graviers. C'est ce qui était jusqu'à maintenant. Par contre, la réflexion est bonne pour la partie haute sur la route de ville, où là ça va être différent. En fait, le revêtement qui a été fait, là ils vont faire un jus rouge maintenant, qui sera rouge, donc on aura. Au-dessus, par contre, on va avoir une teinte rouge beaucoup plus. Et eux, c'est pareil, ils vont venir normalement après le 20 juillet. Donc, on va tout le centre-bourg là va être de nouveau ouvert à la circulation. Par contre, on avait décidé donc de mettre en sens unique, donc on va ouvrir, on a déjà posé des panneaux et la partie de la rue Saint-Martin sera donc dans un seul sens, dans le sens de la montée. Voilà, après, je voulais, au niveau de la place Martin de Margré, annoncer qu'on a eu donc, la subvention de la DETR, donc pour 20%, donc pour 66 000 € de subvention, donc elle a été accordée. Donc ça, ce qui est bien. Et on attend, donc on avait déjà une subvention au village de caractère, et on a demandé une deuxième pour 2023, et on attend donc le département m'a fait part qu'ils vont passer en commission donc, au mois de septembre-octobre, donc on aura le retour à ce moment-là. Sinon, bien sûr, parler un peu des festivités, donc on a eu notre premier marché d'été, donc ça a vendredi soir. C'était plutôt sympa, donc la nouvelle formule est mise en place. Et donc là, vendredi, c'est la grosse journée donc, sur le village, donc avec la brocante le matin, les jeux donc, un petit peu dans l'après-midi, le marché d'été ensuite, le feu d'artifice et le pain. Voilà. Et l'Expo, bien sûr, qui démarre aussi. L'Expo, je vais te donner la parole. Donc, je vais te laisser la parole, tu vas parler de l'Expo. Donc, l'Expo, le vernissage est le 21, mais donc elle va démarrer plutôt. Voilà, ce que je voulais annoncer aussi, quand même, c'est le départ à la retraite de Patrice Daniel, notre directeur. Donc, ça y est, il a obtenu sa retraite, donc il sera plus là l'année prochaine. Il est très content, donc il a bien arrosé, on a fait un petit pot, donc c'était très agréable. Et donc c'est Julie Second qui prend qui sera directrice maintenant de l'école d'Arbois. Donc elle a déjà été directrice auparavant dans une autre école à Saint-André, je pense, c'est ça. Et donc elle a quand même une expérience et elle reprend le flambeau. Donc sur l'exposition, Marie-Pierre, je vais te laisser la parole pour en parler justement. On a vu déjà donc l'exposition commence, oui, elle est en train de s'installer, ça commence le 14 en théorie, on se sent sans doute un peu en retard parce que c'est énormément de travail et puis la canicule et ce week-end, les messieurs qui l'installaient cuisaient contre les murs, ils faisaient avec la réverbération, il y avait plus de 40 degrés, donc au bout de 30 minutes, ils n'arrivaient plus à tenir et je les salue tous ceux qui vont essayer de monter sur les échelles et d'accrocher. Je crois qu'elle était très détestée ce jour-là. Mais bon, mais pour les prochaines années, si cette idée continue d'une promenade à travers un ouvrage, les installations des filles vont rester. Donc après, il y a des crochets, c'est beaucoup plus simple. Là, c'était très dur. L'objectif était de faire aucun trou dans nos murs, puisqu'on a un patrimoine qui est protégé. Donc on n'a endommagé absolument rien du tout. C'est des fils qui sont tirés entre des volets, des fenêtres, etc. On a fait ce qu'on a pu, effectivement, on aurait aimé en mettre encore un peu plus, mais on a des budgets serrés, donc on va commencer à voir cette année comment ça se passe. Il y a déjà eu quelques visiteurs qui sont très intéressés, très surpris, donc on espère que
cette nouvelle façon de mettre en valeur notre village va fonctionner, et puis on en tirera les conclusions par la suite. Maintenant, j'en profite pour vous inviter tous, y compris les habitants qui nous entendent, s'il y a cette vidéo, au vernissage de l'exposition qui aura lieu le vendredi 21 juillet à 18h. Mais auparavant, on reçoit dans la cour claustrale de 15h à 17h30 Nathalie Novi, et elle prendra le thé ou la limonade ou la citronnade gelée glacée avec les gens qui ont envie de discuter avec elle, d'échanger sur ses œuvres. Donc voilà, une possibilité pour la rencontrer pendant 2 heures tranquillement autour d'une petite table avant d'avoir le vernissage officiel à 18h. Donc c'est Anguerre qui fait le vernissage d'ouverture et c'est le Creuset qui fera la clôture en fait de l'exposition, qui devrait s'arrêter après les journées du patrimoine, mais qui va peut-être être prolongée d'une semaine puisque l'auteur sera présente au Festival d'été pour dédicacer ses ouvrages, puisqu'on a quand même envie d'avoir des petits dessins d'elle après si on apprécie ses dessins. Ouais. Voilà, juste pour préciser, comme tu l'as dit sur la fin, donc en fait, cette exposition elle est mise en place avec le Creuset. Donc ça sera une promenade dans Anguerre et ensuite donc, dans le village du Creuset. Qui peut prendre une demi-journée si on rentre dans les musées pour voir les parties payantes. Et en fait, le principe, c'est une promenade. Il y aura des textes qui sont en dessous de chaque image qui expliquent ce qu'on voit, puisqu'on raconte l'histoire d'un livre. On rentre dans un livre, on a un village du livre, on rentre dans un livre. Mais en même temps, on va vendre, on essaie quand même d'avoir un petit peu d'argent, un livret de visite qui va faire 20 focus sur les images et qui va faire des correspondances avec ce qui se passait dans le Rennais à la même époque. Et là, on peut remercier tous les tisseurs du territoire qui ont joué le jeu et nous ont permis d'avoir des pièces très très jolies que vous pouvez admirer dans le site. Et merci aussi à Roland Hugo qui a joué le jeu. Puisqu'on voulait faire intervenir une des plus belles bibliothèques du Rennais, du 19e, qui est la bibliothèque Joseph Deschênes. Et donc, ils ont demandé à un photographe de faire des clichés de la bibliothèque, on en a choisi un, et ils l'ont tiré en très très grand format, 3 mètres de haut, pour faire participer un peu Roanne à l'exposition. Donc, beaucoup de bienveillance, ça nous a touchés. Très bien. Je change de sujet, mais moi j'ai un petit détail à dire. En commission de la liste, on a soulevé le point au cimetière de la galerie, le robinet coulait en permanence, parce que c'est plus un robinet poussoir, c'est un robinet qui se tourne, et qu'il y avait urgence à le remettre en robinet poussoir. En commission de la liste, j'ai accepté d'aller dimanche arroser les liquides en barre, parce que sinon ils vont pas venir à la canicule, et là, quand on a dit dimanche soir, c'était vraiment ouvert. Les gens, c'était vraiment ouvert. Donc il faut vraiment repasser sur un bouton poussoir parce que là on a un gros gaspillage. Donc on va refaire passer le message. Mais bon, après, par rapport à ce que tu viens de dire là, c'est aussi un petit peu, on a eu beaucoup d'incivilité aussi dans le village, donc je tenais à le dire aussi. Donc on a porté plainte et on va de nouveau revoir la gendarmerie et pour qu'ils passent un peu plus souvent. Et notamment à des heures où ils ont plus de chances de voir un petit peu les personnes qui sont malveillantes, pour pas dire, des dégradations qui sont inacceptables. Donc, répond à une tentative. Son volet de travail était forcé. Ouais, donc c'est pour ça, on a déjà vu avec la gendarmerie, mais je vais de nouveau essayer de leur demander de passer. Et je pense qu'il y en a quelques personnes qui sont en ce moment. Qui nous ont ciblés et on va essayer de voir si on peut les rattraper. Marie-Nicole, tu voulais. Non, j'ai une information de Nicolas Zanomalapé de la transmettre. Très bien. Je vais lire. C'est dans un contexte de forte attente des associations, alors que l'État français est épinglé par le Conseil de l'Europe pour violation des droits des personnes en situation de handicap. Il a été tenu le 26 avril 2023 à 14h au Palais de l'Élysée la conférence nationale du handicap en présence de 27 ministres. Cet événement est un rendez-vous prévu tous les 3 ans par la loi du 11 février 2005, sous l'autorité du président de la République, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes handicapées. La FTAC a participé aux côtés des autres associations à la réclamation collective ayant abouti à la décision du Conseil de l'Europe
sera présente à la Commission nationale du handicap et interviendra sur la première table ronde l'effectivité des droits de l'école jusqu'à l'emploi. Le message est passé. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon, voilà, donc je déclare la séance levée. Merci.